Donc, je vais vous parler des neuropathies des petites fibres. Alors, je vais vous donner un petit regard historique pour qu'on repositionne en fait quand est-ce qu'on a commencé à parler de neuropathie des petites fibres. Il faut savoir qu'avant 1868, on ne connaissait même pas l'existence des fibres nerveuses. C'est à partir de ce moment-là que les gens qui faisaient de l'anatomie et de l'histologie ont compris qu'il y avait des fibres de taille différente dans les nerfs. En 1944, on a compris à quoi elles servaient. Donc, en 1944, il y a un prix Nobel qui s'appelle Erlanger et Gasser, c'est deux personnes, qui ont mis en évidence finalement comment fonctionnaient les fibres nerveuses. Donc, vous voyez, c'est quand même pas si vieux que ça. Et il a fallu attendre 1992 pour qu'on se pose la question éventuellement de neuropathie qui ne pourrait atteindre que les plus petites fibres nerveuses. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très, très, très récent. On n'en est pas à la découverte des microbes genre Pasteur. C'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et c'était même encore assez mystérieux, ces neuropathies des petites fibres existaient-elles vraiment? Et en fait, en 2006, il y a une petite révolution, parce que la première cause génétique de neuropathie des petites fibres a été identifiée. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme dans l'amylose avec la TTR, où quand on a découvert les anomalies sur le gène de la TTR, on a pu identifier vraiment une maladie. Là, en 2006, on identifie pour la première fois une cause génétique de cette neuropathie des petites fibres. Donc là, il y a une espèce de preuve de réalité de ces neuropathies des petites fibres, puisqu'on a au moins une mutation génétique qui peut expliquer une atteinte uniquement de ces petites fibres nerveuses. Donc vous voyez, depuis 2006, il y a vraiment un grand champ de recherche sur ces neuropathies des petites fibres, et c'est vraiment quelque chose de tout récent. Et en 2008 seulement, ont été publiées dans les articles scientifiques les premières définitions de cette neuropathie des petites fibres. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui a donc moins de 20 ans. C'est vraiment tout récent. Je vais vous faire un petit peu d'anatomie, parce que nous, les neurologues, on adore l'anatomie, on adore comprendre comment fonctionnent les choses, et je suis sûre que vous aussi. Donc, ici, vous avez un schéma de fibres nerveuses. Vous avez les grosses fibres nerveuses. Donc, les grosses fibres nerveuses, c'est celles qui s'occupent de la motricité, donc d'aller commander aux muscles de bouger, et celles qui s'occupent également de l'équilibre, qu'on appelle la proprioception. Ça, c'est des grosses fibres, elles vont vite, elles conduisent vite et elles ont droit à leur petite protection particulière par une gaine de myéline. C'est ce qu'on appelle les fibres myélinisées. Et vous avez toutes les autres, c'est des toutes petites qui sont un peu jetées comme ça dans le nerf, qu'on appelle les fibres non myélinisées. Et le synonyme, c'est petites fibres. Et ces petites fibres-là, elles ont deux rôles principaux. Le premier, c'est de véhiculer la sensibilité à la douleur et à la température dans la peau. D'accord? Donc, sensibilité à la douleur et à la température. Et le deuxième rôle, c'est de véhiculer toutes les informations non conscientes à vos organes. C'est ce qu'on appelle le système autonome. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous avez peut-être entendu parler des symptômes lorsque ça dysfonctionne. On appelle ça la dysautonomie. D'accord? Donc, il y a plein d'organes qui sont innervés par ces petites fibres autonomes. Ça peut aller des yeux avec la sécrétion des larmes. Ça peut aller au niveau de la vessie dans le contrôle urinaire. Et ça peut aller aussi dans le contrôle au niveau des vaisseaux de la réponse au changement de tension artérielle, par exemple quand on se lève, ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. D'accord? Donc, finalement, si on a une lésion des petites fibres nerveuses, on peut avoir une lésion de la sensibilité à la douleur et à la température ou une lésion avec une dysautonomie, une atteinte du système involontaire. Long passage, voilà. Donc, maintenant, on va parler du diagnostic. Et on va commencer par raisonner de manière très logique
finalement, quels en sont les symptômes qui vont nous faire suspecter une neuropathie des petites fibres et comment on va la prouver. D'accord? C'est a priori toujours comme ça qu'on raisonne en médecine. Donc, si on reprend sur ce diaporama, la première question, ça va être poser la question au patient, est-ce qu'il y a des symptômes qui font penser à une neuropathie des petites fibres? Ensuite, on sort le marteau réflexe, on examine le patient et on regarde si on a des indices à l'examen clinique qui vont vers une neuropathie des petites fibres. Et ensuite, on prescrit les examens paracliniques, les examens complémentaires pour essayer d'avoir le diagnostic. Vous êtes d'accord? Jusque-là, ça reste un raisonnement médical habituel. Donc, les symptômes. Les symptômes sont la conséquence directe du rôle des petites fibres dans le corps. Vous avez à gauche le rôle sensibilité à la douleur et à la température. Quels symptômes les patients peuvent avoir? Ils peuvent avoir des douleurs. Et ça, on va s'arrêter un petit peu un moment pour parler des douleurs dans la neuropathie des petites fibres. Ils peuvent avoir des difficultés à sentir le chaud et le froid. Et ils peuvent avoir des difficultés à sentir la douleur s'ils se font un bobo. D'accord? Au maximum, on peut même avoir des lésions de la peau, des ulcères dont on ne se rend pas compte. Par exemple, le mal perforant plantaire dans le diabète, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est tout à fait ce genre de mécanisme. Donc, ok, douleur, diminution de la sensibilité à la température ou à la douleur. Et ensuite, on va avoir les signes cliniques qui vont être dus à l'atteinte de ce fameux système autonome. Oui, madame. Je vais poser la question, la différence entre la douleur, la diminution de la sensibilité par rapport à la douleur neuropathique. Eh bien, en fait, la douleur neuropathique, ça va être un symptôme sans, c'est un symptôme spontané. Les gens peuvent avoir des douleurs sans avoir quelque chose qui a provoqué la douleur. Normalement, quand vous avez mal, c'est que vous marchez sur un coup ou que vous recevez une bûche sur le pied. Normalement, il y a un phénomène qui génère la douleur dans votre corps. D'accord? Eh bien, ce phénomène qui génère la douleur dans votre corps peut être déficient. Vous pouvez ne pas sentir la douleur quand vous marchez sur un trou. D'accord? Donc ça, c'est une diminution de la sensibilité à la douleur. En revanche, vos petites fibres peuvent créer de manière spontanée une sensation douloureuse sans qu'il y ait eu le phénomène qui normalement le génère. C'est typiquement, moi, j'ai récemment une sciatique. Quand on a une sciatique, vos fibres douloureuses, elles balancent un signal douloureux spontané. D'accord? Sans qu'il y ait de stimulus, sans qu'il y ait forcément une hernie discale ou quelque chose. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Les petites fibres peuvent dysfonctionner, c'est ce qu'on appelle un signe positif. Ça crée une douleur qui ne devrait pas être là. Et en même temps, avoir un signe négatif qui est que si vous marchez sur un clou et que vous recevez une bûche sur le pied, vous n'avez pas mal. D'accord? On peut avoir les deux qui coexistent. Oui? Flush, c'est normalement... Alors finalement, c'est très rare chez les patients. C'est une rougeur, c'est un peu comme les bouffées de chaleur de la ménopause. Donc ça va être compliqué d'en faire justement la distinction. Et d'emblée, je peux vous dire que tous ces symptômes, malheureusement, ne sont pas spécifiques. Il y a plein de causes à un flush, en particulier la ménopause ou des médicaments. Donc le flush, c'est vraiment la sensation de bouffée de chaleur. Une impression de bouffée de chaleur avec une rougeur et l'impression d'être en sueur. C'est exactement ce que beaucoup de femmes ressentent, par exemple, au moment de la ménopause. Est-ce une impression là des lumière? Non, pas de lumière, mais des flush, c'est pas flash, c'est pas la même chose. Flush, c'est vraiment la bouffée de chaleur. Spontanée, enfin, une réaction spontanée très rapide qui donne l'impression de la mémoire. Ça, c'est un malaise. C'est pas la... On n'appelle pas ça un flush. On appelle ça un malaise. Un malaise. Ouais. Le malaise, c'est un symptôme, c'est un peu comme mal de tête. C'est un symptôme qui prend beaucoup de formes pour les patients. C'est très difficile à décrire. Hein. La première mission des patients, c'est d'écrire leurs symptômes. Et la mission des médecins, c'est de les traduire. Alors, dans cette neuropathie, normalement, il n'y a pas de crampe. Parce que la crampe, c'est une atteinte de la grosse fibre myélinisée, normalement. Hein.
Donc, c'est pas les petites fibres. Mais on Oui. peut avoir une atteinte des petites fibres et en même temps une atteinte. Oui, mais alors on n'est plus dans une neuropathie des petites fibres. La définition de la neuropathie des petites fibres, c'est qu'elle n'atteint que les petites fibres. En revanche, dans n'importe quelle neuropathie en général, on peut avoir une atteinte des petites fibres et des grosses fibres en même temps. Bah oui. Donc la neuropathie des petites fibres, on ne parle de neuropathie des petites fibres que dans ces neuropathies qui ne touchent qu'électivement les petites fibres nerveuses. Mais évidemment, vous pouvez avoir des symptômes comme ça dans n'importe quelle neuropathie qui affecte les petites et les grosses fibres en même temps. On les appelle aussi neuropathie douloureuse? Ou est-ce que pour vous, c'est deux choses? Non, Quand on c'est parle deux de choses neuropathie différentes. douloureuse, est-ce que systématiquement, Non, on est sur c'est neuropathie des petites fibres? Non, pas toujours. Bien sûr. En fait, les grosses fibres myélinisées peuvent donner de la douleur aussi. D'accord? Et il y a plein de causes de neuropathie qui affectent à la fois les petites et les grosses fibres. Donc, typiquement, dans une sciatique, moi j'ai eu ma sciatique avec ma hernie discale, j'avais des symptômes petites fibres et grosses fibres sur ma jambe. Oui. Les grands débits, Oui. ça me parle. Ça peut être petite fibre ou grosse fibre. Donc, les douleurs neuropathiques ne sont pas réservées aux petites fibres. D'accord? Les neuropathies des petites fibres sont une des causes possibles de douleurs neuropathiques. Mais dans les causes de douleurs neuropathiques, il n'y a pas que les petites fibres. C'est bon, vous avez compris mon... Je peux encore le reformuler si vous voulez. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et un grand modèle pour ça, on l'évoquera au moment du diagnostic, c'est qu'il y a des neuropathies, il y a certaines neuropathies, certaines causes qui commencent par une neuropathie des petites fibres et qui, avec le temps, vont devenir une neuropathie aussi des grosses fibres. Et le grand modèle de ça, c'est l'amylose, en particulier dans les langues portugaises, à début précoce. Et le deuxième énorme modèle mondial, qui est la première cause mondiale de neuropathie des petites fibres, c'est le diabète. Au tout début de la neuropathie diabétique, souvent, ça n'affecte que les petites fibres. Voilà. Donc, on a des modèles assez forts, si vous voulez, de neuropathie des petites fibres, qui nous permettent, nous, cliniciens, de réussir un petit peu, justement, à traduire les symptômes des gens et l'examen clinique. Voilà. Non, normalement, non. En revanche, mais si vous voulez, je vous propose qu'on déroule le topo et on va revenir là-dessus. D'accord? Je vais juste terminer par quelque chose qui s'appelle l'érythromélalgie, qui est un symptôme, je pense que vous connaissez le syndrome de Raynaud. Hein, c'est tellement fréquent. On a tous quelqu'un dans sa famille, hein, souvent des femmes, qui ont les doigts qui deviennent tout blancs hein, pendant l'été. Ne parlons même pas du ski. On perd ses doigts, quoi. Dans le syndrome de Raynaud, un cousin qui s'appelle l'érythromélalgie, qui est donc aussi un symptôme des pieds et des mains, où en fait, c'est les gens qui ont une neuropathie des petites filles peuvent avoir ça. C'est des crises douloureuses avec une grosse rougeur des mains en même temps. D'accord? Ce qu'on appelle l'érythromélalgie, ça c'est un signe clinique. Donc pareil, on pose la question aux patients et nous on traduit en appelant ça érythromélalgie. On adore traduire vos propos avec des mots compliqués. C'est le job du médecin, depuis Molière. Voilà, donc la douleur. Je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur la douleur neuropathique. La douleur, je ne sais pas si vous savez, et j'aurais voulu avoir le temps de vous préparer une diapo là-dessus, mais il y a des classifications de la douleur. Je ne sais pas si vous le savez ça. La douleur habituelle, la douleur de la bûche qui tombe sur votre pied, la douleur par exsanociception, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire la douleur qui est provoquée par une lésion de votre corps. D'accord? Ça, c'est la douleur par exsanociception, ça veut dire la douleur normale, la douleur de la bûche. Okay. Ensuite, on a la douleur neuropathique. Donc, la douleur qui est générée par les fibres nerveuses elles-mêmes. D'accord? Grosses ou petites, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, vous avez d'autres douleurs. Il y a deux autres douleurs. Il y a la douleur nociplastique. Donc, la douleur nociplastique, c'est quand vous avez très mal pendant très longtemps. Votre corps va autonomiser une espèce de douleur chronique.
Donc ça se voit, par exemple, je vais revenir sur mon exemple de ma sciatique, mais si vous avez une hernie discale, que vous avez une sciatique, on vous opère de la hernie, ça va mieux, mais vous allez avoir un souvenir un peu douloureux, une espèce de douleur un peu. Donc, on va appeler ça une douleur de débordement du système. D'accord? Puis vous avez une dernière douleur, qui est une douleur qui est surtout connue par les rhumatologues, qui est une douleur qui va plutôt, probablement, on ne sait pas encore, on n'a pas encore d'examen pour la prouver, mais qui se passe probablement au niveau du traitement de l'information du cerveau. Et qui va probablement expliquer dans les années à venir des douleurs pour lesquelles on ne trouve jamais rien. Je pense en particulier à la fibromyalgie qui n'a pas d'examen de diagnostic qui permet de le prouver. D'accord? Donc voilà, il y a plusieurs classifications de douleurs. Là, aujourd'hui, moi, je vous parle de la douleur neuropathique. Donc, la douleur neuropathique, c'est celle qui est générée par la fibre nerveuse, qu'elle soit grosse ou petite. Il y a des critères pour la reconnaître. D'accord? En fait, ce qui va être important pour nous, les médecins, c'est de savoir vers où s'orienter, bien sûr, en traduisant les propos du patient. Donc, on a développé des questionnaires qui nous permettent de vraiment diagnostiquer la douleur neuropathique. Et ça, je ne sais pas si vous le connaissez, ce questionnaire, il s'appelle DN4. Il a été développé par une équipe française, par l'équipe de Nadine Attal, qui a un centre antidouleur à Ambroise-Paré, qui est très très fort dans les douleurs neuropathiques. Et c'est écrit un tout petit, mais je vais vous le lire. Donc, il y a certaines caractéristiques qui sont vraiment spécifiques des douleurs neuropathiques. La sensation de brûlure, la sensation de décharge électrique, la sensation de fourmillement, la sensation désagréable à l'effleurement. Vous savez, on touche et normalement, au lieu de sentir la caresse, on sent des décharges, des choses, etc. Le fait que ce soit accompagné, que en plus de cette douleur, vous ayez une diminution de la sensibilité, que vous ayez éventuellement une démangeaison, mais ça, finalement, en pratique, c'est très, très rare. Elle l'a mis dans le score, mais moi, je trouve que c'est très rare. Et que vous ayez des anomalies à l'examen clinique avec justement une diminution de la sensibilité au chaud, au froid ou à la douleur. Et ben, ça nous permet, nous, d'établir un score de probabilité forte de douleur neuropathique. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a sensation de froid douloureux. Et là, je reviens à la question de madame sur le froid ou le chaud qui était désagréable. On m'avait évoqué ça, ou trop senti. Les douleurs neuropathiques peuvent être exacerbées par des températures extrêmes, que ce soit le chaud ou le froid. D'accord? Ouais. L'hypersensibilité au chaud, non. Non, c'est pas un symptôme non. Ce que peuvent avoir les patients qui ont une neuropathie répétitive, c'est vraiment des douleurs exacerbées par le chaud ou des douleurs exacerbées par le froid avec le corollaire inverse qui est des douleurs améliorées par le réchauffement ou des douleurs améliorées par le rafraîchissement des zones douloureuses. En revanche, une hypersensibilité à la température, non. Ça, non. Si vous faites, on verra, hein, il y a des examens qui permettent d'évaluer la sensibilité au chaud et au froid, et il n'y a pas d'hypersensibilité, c'est pas pathologique, en fait. Je sais pas si, mais c'est pénible, mais c'est pas lié à une lésion de la fibre. C'est ça ce que je veux dire. D'accord? On a une question. Oui. Est-ce que, par exemple, cet été en pleine chaleur, le fait que les froids s'excèdent jusqu'au vélo des jambes en pleine chaleur, est-ce que ça peut être une production de ces problématiques que vous êtes? Une sensation de froid dans les jambes alors qu'il fait chaud. C'est ça? Pas des sensations, c'est carrément froid. Ah, au toucher. Alors non, non, non. Les petites fibres ne régulent pas la température des membres. Non, non. Ça, c'est autre chose. Elles transmettent l'information, mais elles ne changent pas la température. Au toucher, il n'y a pas de différence. Non. Non. Avoir les pieds froids, il y a plein de causes, en particulier l'immobilité. Donc là, en revanche, les gens qui ont un déficit moteur, une perte de force et une perte de mobilité dans les jambes, ils ont souvent les jambes plus froides que quelqu'un qui bouge. Mais ce n'est pas la petite fibre qui va réguler la température. La seule exception, c'est l'érythromélalgie avec les crises douloureuses, avec je vous ai montré la photo où vraiment les pieds et les mains deviennent très chauds, luisants,
Et en sueur, et là, oui, quand on touche, c'est un peu trop. Là, oui. Mais c'est la seule exception. Sinon, la petite fibre ne change pas la température du membre. Madame, vous aviez une question. Oui. Du coup, c'est d'où le mythe de croyance de prendre la régularité du soleil. Alors, quand il fait froid, les douleurs peuvent être exacerbées dans la neuropathie des petites fibres, mais il y a plein de diagnostics différentiels de douleurs accentuées par les changements de température. Si vous avez un syndrome de Raynaud, qui n'a rien à voir avec les petites fibres, quand il fait froid, ça déclenche le syndrome de Raynaud. Donc, voilà, les douleurs neuropathiques dans la neuropathie des petites fibres peuvent être exacerbées ou calmées par les changements de température, mais tout symptôme changeant avec la température n'est pas une neuropathie des petites fibres. Je suis certaine que dans l'assistance, il y a des gens qui ont des rhumatismes de l'ordre de l'arthrose, qui peuvent tous me dire que quand il fait mauvais, ils ont plus mal que quand il fait beau. Donc, typiquement, tu vois, c'est du même ordre, en fait. Oui, monsieur. Donc, le changement de température ambiante, vous n'influe pas sur la Non, alors ça ne va pas léser le nerf. En revanche, les douleurs neuropathiques peuvent être clairement améliorées ou aggravées par les changements de température. Ouais. C'est tout à fait possible dans les douleurs neuropathiques, mais les places aussi. Et c'est plus souvent dans les neuropathies des petites fibres seules, quand c'est vraiment que les petites fibres, c'est plus souvent le chaud qui est désagréable. Dans les petites fibres seules. Mais dans les neuropathies en général, moi j'ai plein de patients qui me racontent qu'ils sont mieux sur l'hiver, sur l'été. Je veux dire que chacun a sa saison de prédilection. Et des gens qui ça ne change rien. La température, il me semble avoir vu ça il y a longtemps maintenant, la température influe sur l'influx nerveux. La propagation de l'influx nerveux, c'est ce qui génère finalement la capacité qu'on a à ressentir ou à bouger, peut être modifiée par l'environnement Alors extérieur. oui, mais ça c'est surtout vrai pour le système nerveux central, en fait. C'est surtout vrai pour le cerveau et la moelle épinière. Je pourrais vous faire un cours pendant des jours sur la médecine, mais on n'a pas forcément le temps. Mais la sclérose en plaques, par exemple, vous connaissez tous quelqu'un qui a cette maladie, c'est une maladie extrêmement fréquente, on n'est plus du tout dans les maladies rares. La sclérose en plaques, ça touche la myéline du cerveau et de la moelle épinière. C'est pas la myéline des nerfs qu'on a vu, c'est la myéline dans le cerveau et dans la moelle. C'est pas la même, pas les mêmes propriétés. Et pour le coup, cette myéline-là, quand il fait très chaud, elle dysfonctionne. Donc, dans la sclérose en plaques, il peut y avoir des symptômes qui apparaissent et disparaissent en fonction de la température. Mais pas dans les neuropathies périphériques. Par exemple, le corollaire, la maladie, la grande maladie de la myéline au niveau des nerfs, c'est la PIDC, la polyradiculonévrite chronique. PRNC, PIDC, CIDP. On adore. Eh bien, il n'y a pas ce phénomène-là normalement dans la PIDC. Il n'y a pas ce phénomène d'apparition-disparition de symptômes avec les grosses chaleurs. Non, alors, non. Elles sont dans un espèce de magma de myéline. Elles sont quand même un peu protégées par une cellule, qu'on appelle la cellule de Schwann, qui est celle qui s'enroule très serrée autour des grosses fibres pour créer la myéline. Donc, les petites fibres, elles voyagent à l'intérieur des cellules de Schwann, mais sans avoir une myéline qui est vraiment un enroulement très serré. Exactement. Exactement. La myéline, ça permet d'aller vite. Donc, les petites fibres, elles vont doucement. Vous avez tous remarqué quand vous mettez la main sur le fer à repasser, il faut le temps que ça arrive au cerveau. Vous vous êtes rendu compte de ça? Il y a une espèce de... On est là. Pourquoi mon cerveau n'a pas réagi plus vite? Elles sont très lentes, ces fibres. Elles n'ont pas leur myéline. Donc, comment? En fait, il y en a sur toute votre peau, de là aux gros orteils, et il y en a dans tous vos organes. Donc, tous les organes qui fonctionnent silencieusement, vous ne demandez pas à votre tube digestif de digérer. C'est pas sur commande. Il le fait tout seul. Et donc, c'est le système autonome. Donc, ce système nerveux qui gère le fonctionnement des organes internes
et c'est véhiculé par des petites fibres. C'est intéressant, hein? Mais c'est compliqué. C'est pour ça que les médecines, ça ne se fait pas en 2 ans. Voilà. C'est un métier. C'est un métier. Une spécialité. Alors, dans les douleurs, c'est des diapos d'enseignement de médecin. Regardez juste les dessins, en fait. Donc, il y a une tongue. Il y en a même plusieurs. Parce que il y a des patients avec des neuropathies des petites fibres. Le contact normal d'une chaussette ou d'une chaussure est tellement désagréable qu'ils ne peuvent même plus se chausser. Donc, moi, j'appelle ça le signe de la tongue. C'est bien scientifique. J'aime beaucoup vulgariser, moi. C'est clair. Donc, la dysautonomie, ça, pareil, franchement, ne lisez pas, c'est trop complexe, on en a bien parlé. Je peux reprendre si vous voulez, regardez pas, écoutez-moi. Mais dans les symptômes qu'on peut avoir de dysautonomie, ceux qui sont le plus handicapants pour les patients et le plus facile aussi pour nous à reconnaître et à authentifier, ça va être entre autres l'hypotension orthostatique. Donc, l'hypotension orthostatique, c'est quand vous vous levez d'un coup. Normalement, vos vaisseaux doivent tous se serrer pour empêcher le sang de tomber dans les pieds, globalement. Et si le sang tombe dans les pieds et que vous ne régulez pas votre tension, la tension baisse, le cerveau est en manque et paf, on tombe dans les pommes. Joli résumé. Donc ça donne des malaises et des pertes de connaissance au lever. D'accord? Et donc, nous, on peut le mesurer. Parce qu'on peut lever la personne et regarder comment évolue la tension. Donc, ça, nous, on aime bien parce que c'est un signe enregistrable. Ensuite, on peut avoir des troubles érectiles. Donc ça, c'est évidemment, il y a plein d'autres causes possibles des troubles érectiles, mais c'est aussi quelque chose qu'on va rechercher à l'interrogatoire. Et on peut avoir au niveau digestif des troubles du transit. Les troubles du transit peuvent être du haut et du bas. Donc du haut, c'est du mal à digérer quand on vient de manger, l'estomac comme s'il était tout petit. On est tout de suite plein et voire on a des nausées. Et du bas, ça va être une alternance de diarrhée incoercible, des diarrhées incontrôlables et une période de constipation. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les principaux symptômes. Après, il y en a plein. Mais l'amylose, c'est par l'atteinte des petites fibres du système nerveux autonome qu'il y a ces symptômes-là. Tout à fait. Dans l'amylose, il y a un truc électif sur les petites fibres. Alors, chez les jeunes Portugais, c'est le cas aussi sur les 4 membres. Vous avez les difficultés de sensation au chaud ou froid et les douleurs neuropathiques ascendantes qui commencent au pied et qui remontent. Dans les formes plus tardives comme en France, il y a d'emblée un peu une atteinte des grosses et des petites fibres au niveau des 4 membres. Il n'empêche qu'il y a une sacrée atteinte des petites fibres au niveau autonome. Ouais. Vous avez une question, madame? Oui. Alors, ce n'est pas très étudié chez les femmes. C'est beaucoup plus étudié dans les pathologies du système nerveux central comme la sclérose en plaques, qui est extrêmement pourvoyeuse de troubles érectiles et de troubles sexuels chez la femme. Donc, clairement, il y a encore un retard, je dirais, dans le monde du nerf périphérique quant à ce problème, qui existe évidemment à mon avis, mais qui pour l'instant est très peu étudié. Donc, les causes de neuropathie des petites fibres. On va commencer par celles qu'on connaît. Donc, je vous ai parlé du diabète. Le diabète, c'est la cause numéro 1 dans le monde de neuropathie des petites fibres. Parce que les neuropathies dans le diabète, ça commence souvent par les petites fibres et puis après, ça fait les grosses fibres. Une autre maladie qui donne petites fibres puis grosses fibres, voire les deux dès le début, c'est l'amylose, TTR. D'accord? Et aussi, d'ailleurs, l'amylose qui est due aux chaînes légères, qu'on appelle l'amylose AR. OK? Ensuite, il y a des maladies auto-immunes, des maladies où ce sont votre propre immunité qui s'attaque à son corps. Et la première, nous, on voit, c'est la maladie de Gouffre-Sjögren. C'est une maladie auto-immune. Il y a d'autres causes, des causes infectieuses, d'autres maladies auto-immunes. Il y a les médicaments qui peuvent donner des neuropathies des petites fibres. La prise d'alcool. L'alcool, ça ressemble un petit peu comme le diabète. Ça commence par les petites fibres et ensuite ça atteint les grosses fibres. Il y a d'autres causes génétiques, avec les fameux gènes qui ont été découverts en 2006. Mais en fait,
plus de 70% des patients sont dans cet énorme pack à rouge du milieu, qu'on va appeler sans cause retrouvée. Le terme médical pour dire ça, c'est idiopathique. Idiopathique, c'est quand on ne sait pas d'où ça vient. Hein, on cache voilà, notre humilité derrière un mot pour inventer un mot, mais en fait, idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause, on ne sait pas. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore la grande majorité des neuropathies des petites filles. Oui, monsieur. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense pas. Mais, là, je vous ai mis les causes, on est vraiment sûr. Après, il faut savoir que du fait des difficultés diagnostiques, et on va y arriver, il y a eu aussi beaucoup de publications de causes de neuropathie des petites fibres où, en fait, le diagnostic de la neuropathie des petites fibres n'a pas forcément été bien fait. Donc, il y a une énorme liste qui s'allonge mois après mois dans les causes de neuropathie des petites fibres, mais il faut être prudent dans l'analyse scientifique de ça. Là, vous n'avez pas les causes liées à la prise de médicaments. Là, Si, toxique. mais j'ai essayé de faire. Et à ce propos, on voit arriver de plus en plus fréquemment dans les associations des neuropathies liées à des prises de médicaments, à des chimios en particulier. Oui. Et on voit que ça devient un véritable enjeu. On a d'ailleurs interpellé l'agence de médicaments à ce propos, ça devient un véritable enjeu de santé publique. Oui, c'est-à-dire heureusement, on guérit du cancer, mais en fait, le reste de la vie, on a les séquelles des traitements. Ouais. Et j'avais une question sur les sans causes retrouvées, c'est est-ce qu'elles sont d'origine dysimmunitaire présumée ou on n'a pas d'idée, on a des pistes de réflexion? On a des pistes, et on a des pistes dont je peux vous montrer des diapos aussi, mais en fait, on a deux profils évolutifs dans les neuropathies des petites filles. Je vais vous mettre ce diaporama-là. On différencie les neuropathies en deux manières d'évoluer. Il y a celles qui commencent par les pieds, des deux côtés en même temps, qui vont monter tout doucement et qui vont commencer à atteindre les mains quand les genoux seront touchés. C'est une histoire de longueur de nerf. Plus le nerf est long, plus il est fragile. Par exemple, à l'environnement métabolique, dans le diabète, c'est une neuropathie qui commence par les nerfs les plus longs, donc c'est les orteils, et puis ça remonte petit à petit. Donc ça va atteindre les mains uniquement quand les genoux seront touchés. On appelle ça un profil longueur dépendant. Derrière la tête, ça nous amène plutôt vers les causes métaboliques ou toxiques. Et on a un autre profil, et là vous voyez, c'est un article où ils ont publié plein de petits bonhommes qui montrent la typographie de neuropathie des petites fibres. Donc on a des gens, on voit bien, qui font plutôt 4 membres, on a l'impression que c'est longueur dépendant. Mais on a aussi des gens où, c'est les cuisses suspendues, ou c'est les bras suspendus. Donc ça, on va appeler ça non-longueur dépendance. Ça veut dire qu'il ne suit pas cette ascension progressive. D'accord. Et ben, voyez, il y a tout. Exactement, exact. Bah là, c'est 23 personnes qui sont publiées. 23 personnes, c'est pas. Si, là, il y a une personne qui a presque le corps. Mais les formes corporelles, oui, c'est possible aussi. Les genoux, ils sont là. Vous voyez, donc là, par exemple, ce bonhomme-là, il a que les cuisses. Dans cette cohorte-là, c'était plus souvent bilatéral. C'est quand même assez souvent bilatéral, dans mon expérience. Là c'est une cohorte, c'est un article. Voilà. Alors, c'est une question qui est très difficile. Parce que vous savez que tout le monde presque a le Covid dans le monde. Presque. Soit il a été vacciné, soit il l'a eu. Globalement, à peu de choses près. Donc, en fait, faire une relation de cause à effet, c'est comme si on disait l'eau peut donner une neuropathie des petites fibres. On boit tous de l'eau. Donc, est-ce que la bouteille en plastique peut donner une neuropathie des petites fibres? On a tous bu dans une bouteille en plastique. Donc, en fait, c'est très compliqué. On a eu quelques cas avec vraiment des histoires qui nous permettent de penser qu'il y a une possible causalité. Mais je pense que la science, c'est ça qui est dur, c'est d'apporter la preuve. Et vraiment, la neuropathie des petites fibres, je le répète, c'est
neuropathies qui est très difficile à diagnostiquer. On en est au début. Et faire de la science, il faut être prudent, il faut savoir où on va, parce que après, sinon les gens, ils vont croire qu'on va. Non, mais moi, je pense qu'il faut être prudent dans ce qu'on raconte. Pour faire M. Raoult ou d'autres, il ne faut pas dire des choses tant qu'on n'est pas sûr. Parce qu'après, ça donne des faux espoirs aux gens, et donc il faut vraiment être prudent. Donc, je reviens sur l'histoire de 10 immunitaires ou pas. Eh ben, on a l'impression que dans les formes qui sont donc non longueur dépendantes, c'est plus souvent des femmes, elles sont plus souvent jeunes et on trouve plus souvent de maladies auto-immunes associées. Donc on a le sentiment que dans les formes qui sont non longueur dépendantes, donc plutôt comme ça que comme ça, probablement qu'il y a plus de dysimmunité. Parce que derrière, il y a la question du traitement, bien sûr. Alors oui, mais c'est vrai qu'on fait des screenings hyper larges. Hein, parce que oui, peut-être. Bah, la génétique, c'est compliqué. Hein. Là, il y a une présentation en ce moment même sur la génétique et sur l'analyse de causalité entre un gène et une maladie. C'est difficile. Hein. Et là aussi, il va falloir passer par la compréhension du mécanisme de lésion des petites fibres pour pouvoir remonter vers les gènes candidats. Plusieurs méthodes diagnostiques. La première hypothèse, ça va être d'essayer de mettre en évidence le dysfonctionnement de ces fibres nerveuses. Donc, on va explorer la fonction des fibres nerveuses. Est-ce qu'on sent bien le chaud et le froid? Il y avait la bonne question, madame. Ça, c'est une courbe, c'est des graphiques sur comment sent un patient le chaud et le froid. Ça, c'est fait grâce à ce qu'on appelle le QST. C'est une thermode, c'est un espèce de bloc de métal qui se refroidit et se réchauffe. Comme ça, on demande aux patients à partir de quand vous sentez que c'est froid, à partir de quand cette sensation de froid devient douloureuse. Ça permet de dire, ce monsieur, il sent à 8 degrés. Ce monsieur-là, il sent à 12 degrés. Ce monsieur-là, il sent à 15 degrés. De faire ça. Ensuite, on a les potentiels évoqués laser. Donc, le QST, 4 heures pour le faire passer. Donc, ce n'est fait que dans le cadre de la recherche ou dans des centres antidouleurs très précis. Les potentiels évoqués laser, il y a un seul endroit qui le fait en Île-de-France. Et je pense qu'il y a moins de 10 endroits en France pour le faire. L'idée, c'est de faire un espèce d'électromyogramme des petites fibres où on va aller capter au niveau du cerveau le signal généré par un laser qui fait mal. Donc, l'idée, c'est d'exciter les fibres de la douleur et d'aller enregistrer la réponse au niveau du cerveau. Potentiel évoqué laser, c'est Jean-Pascal Le Faucheur à Mondor qui fait ça. Très bien. Les tests neurovégétatifs, c'est pour explorer votre système nerveux autonome. On fait ça lors d'un EMG, c'est assez facile. C'est un petit élément indirect, mais c'est difficile à interpréter. Ensuite, vous avez le pseudoscan. Ça, il y a plein de gens qui connaissent en aval. Le pseudoscan, c'est un appareil qui a été créé pour enregistrer comment vous suez. Donc, on met les pieds et les mains sur des plaques en fer, et les plaques en fer enregistrent la quantité de sueur qui est produite, et ça permet d'explorer les petites fibres des glandes de la sueur. D'accord? Ça, pareil, facile, assez développé, mais l'interprétation, comme les tests neurovégétatifs, on est assez prudent, parce qu'on a plein de faux positifs. Il y a plein de raisons, par exemple, si on a des callosités, si on a un travailleur manuel, si on a la peau très sèche, ça peut complètement perturber ces résultats. Ça, c'est plutôt des choses de recherche sur lesquelles je vais passer. Donc, ça, c'est un test d'Eric, c'est rigolo, mais je passe parce que ça n'a aucune valeur scientifique. Et donc là, j'ai terminé sur les méthodes d'exploration du fonctionnement des petites fibres. On a vu le QST, c'est long, il y en a peu. Les potentiels évoqués laser, c'est super, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits. Le test neurovégétatif et le pseudoscan, c'est bien, mais ça n'emporte pas une entière conviction. Et donc, là, maintenant, j'arrive sur comment essayer d'aller voir dans les petites fibres, les compter. L'idée, c'est, il y a deux manières pour que les petites fibres soient malades. Soit elles ont disparu, donc c'est un problème de quantité, soit elles fonctionnent mal. Ok ?
Donc, aller voir si les petites fibres ont disparu, ça va être l'examen le plus solide. Parce que là ou pas là, c'est entre guillemets le plus facile à interpréter. Donc, la biopsie de peau a été développée depuis plus de 10 ans maintenant pour essayer d'aller compter dans la peau les petites fibres nerveuses. Ok. Donc, c'est les Italiens qui ont commencé, je ne sais pas si vous savez, mais historiquement, les Italiens, ils sont hyper forts dans l'analyse de la peau. Et donc, à Milan, l'équipe de Monsieur Loria a développé cette technique. Là, vous voyez assez mal, mais on va regarder sur des photos après. Ouais, on voit pas très bien. Bon. Pour aller compter les petites fibres dans la peau. Donc, on peut le faire à plusieurs endroits du corps. Il y a 2 endroits du corps où il y a des normes. Donc, on peut dire si c'est pathologique ou pas en termes de quantité. Je vous propose qu'Olivier nous explique comment se passe une biopsie. Donc, la biopsie de peau, nous, on a commencé à Bicêtre en 2011. On est allé se former à l'époque 2 médecins neurologues et neuropathologistes et moi-même auprès de nos collègues de Limoges qui, eux, avaient déjà mis au point cette technique-là depuis un moment. C'est une technique très simple. Tout le monde peut le faire. Tous les services, donc on a dans l'absolu peuvent le faire. C'est très bien toléré par le patient. Sauf que c'est une technique qui est après très longue. C'est pas comme si votre généraliste vous prescrit une numération sanguine, vous avez le résultat parfois dans l'heure. Nous, il nous faut plusieurs mois derrière. Parce que les patients parfois ne comprennent pas bien. C'est logique, quand on a mal, on veut avoir un résultat rapidement, mais on a toute une problématique qui est derrière. Donc, la biopsie de peau, alors je sais de quoi je parle parce que, je vous dis, on a commencé en 2011 et j'étais le tout premier de ce qui est. C'est pour ça que je sais ce que c'est et je sais que c'est très bien toléré. Ça se fait avec, je vais vous faire passer le petit appareil qui est là, donc je vais vous l'ouvrir, mais le prendre, vous ne me laissez pas parce que je ne suis pas venu avec du matériel de pansement et de suture, donc là on ne pourra rien faire. Et je vais vous parler des localisations. Donc ça se fait avec un petit emporte-pièce, qu'on appelle un punch en anglais. Donc, c'est l'équivalent de ce que vous avez peut-être chez vous pour enlever le trognon d'une pomme ou l'appareil à faire des gâteaux. Donc, vous avez une partie plastique et une partie métallique. Je vous demande de ne pas mettre la main sur la partie métallique puisqu'elle est aiguisée. C'est là où vous risquez de vous blesser. Mais c'est avec la partie métallique qu'on va faire le petit prélèvement. Donc, c'est un peu comme la géologie, on va prélever une carotte. C'est tout à fait ça, c'est une carotte de peau, c'est tout simple, voilà. Donc, c'est un geste qui est fait, je vous dis, c'est simple, puisque la preuve, moi, quand je compte des biopsies, je l'ai fait en général avec des externes en médecine, c'est-à-dire des instants qui sont en 4e année de médecine, qui savent faire une anesthésie, qui sont capables, ils font des choses beaucoup plus difficiles chez nous en neurologie comme les ponts secondaires, ils sont capables de faire une biopsie de peau. Exceptionnellement, je vais aller déranger Céline qui est PH ou un interne, mais sinon je fais avec les externes en médecine, ça ne pose aucun problème. Il ne faut pas avoir peur de ça. En plus, on est hôpital universitaire, donc ils sont amenés à prendre ce genre de gestes. Donc la première étape, une fois qu'on a eu des examens cliniques et que ça aurait été validé par les neurologues chez nous, on va passer par la biopsie de peau. Et on va demander au patient s'il est gêné, plus d'un côté que de l'autre, il faut aller faire une biopsie du côté où le patient est le plus gêné. Quand on parle de gêne, c'est-à-dire ce que Céline vous a expliqué, ça veut dire des douleurs, de sensibilité, des fourmillements, ce genre de choses. Ensuite, les biopsies vont pas se faire n'importe où, puisqu'il y a des normes, tout est bien cadré. Donc, ça va être 10 cm, je vais mesurer, 10 cm au-dessus de la malléole externe et 20 cm sous l'épine iliaque. Je vous montre où c'est. Donc, la malléole externe, c'est l'os que vous avez là, l'os qui ressort. Et donc, on se met 10 cm au-dessus. Et on va faire un marquage. L'épine antéro-supérieure, vous voyez un squelette. Quand vous avez un squelette, vous avez 2 magnifiques os, les os iliaques, une espèce d'assiette. Et on part de. Quand on est debout, c'est difficile à la prendre. Voilà, elle est là à peu près. Et on se met 20 cm au-dessus.
Ensuite, on va faire une petite anesthésie locale. C'est ce qui est le plus désagréable. De toute façon, quand on fait un geste, quand vous êtes chez le dentiste, ce qui est le plus désagréable, c'est pas le soin qu'il vous fait, c'est l'anesthésie qu'il vous fait avant. Donc, c'est une petite anesthésie sous-cutanée. Mais sincèrement, c'est désagréable. Enfin, c'est un peu désagréable. Je vous dis, moi, quand je l'ai eu, je trouve que c'est un peu désagréable, mais c'est pas insurmontable. Et donc, une fois que l'anesthésie est faite et que l'on a vérifié, on va faire ce petit prélèvement de peau. Donc, au total, alors parfois, on peut être amené à le faire au niveau du poignet. Ça, c'est patient et clinicien dépendant. Je ne sais pas si il voudra rentrer dans le détail tout à l'heure, mais voilà, le poignet n'est pas systématique. Donc, le geste va durer le temps qu'on s'installe, allez, 20 minutes. C'est très simple. Tout ce qui est derrière est long. Parce que vous avez une technique ensuite de marquage. Donc, je vais essayer de vous expliquer sans rentrer trop dans la technique. Mais, donc, le but est de compter les fibres nerveuses. Donc, le petit prélèvement, enfin, le petit emporte-pièce que vous avez vu, vous allez voir, fait 3 mm de diamètre. Donc, on a à peu près un prélèvement de peau de 3 mm de diamètre sur une épaisseur, une profondeur de maximum 7 mm. Ça va dépendre de la peau de chacun. Chacun a une peau différente, en fonction aussi de notre âge. Et ensuite, on va faire des coupes. Alors, je vais faire des coupes, des tranches, qui vont être de 50 microns, 50 millièmes de millimètre d'épaisseur. C'est dans ces coupes de 50 millièmes, voilà, on voit un peu mieux, des coupes de 50 millièmes de millimètre d'épaisseur, on va marquer fluorochrome, un marqueur rouge, les fibres nerveuses, et on va les compter. Et on va marquer ce qu'on appelle la membrane basale, qui va être marquée avec un fluorochrome de couleur verte. Et tous les petits nerfs de la peau, toutes les petites fibres, vont être marquées avec un fluorochrome, un marqueur de couleur rouge. Et vous les voyez ici, les petites fibres? Donc c'est ça qu'on doit compter. Une par une. Une par une. Alors, au tout début, quand on a commencé, donc avant tout ça, je vous ai passé, il y a plus de 15 heures de travail par patient. Hein. Donc des choses qui se font la nuit pour gagner du temps. Tout ça manuellement. Hein. Par lui. Donc, on l'aime beaucoup. Il est précieux. Au tout début, on lisait au microscope. C'est horrible. Alors, c'était horrible. Et ce n'était pas objectif. Puisqu'il faut bien imaginer que vos fibres nerveuses ne sont pas que dans l'axe XY. Elles ne sont pas toutes comme ça. Elles ne sont pas droites. X, Y, Z. Donc, nos coupes, on les a, voilà, les choses se sont quand même un peu modernisées, elles ont été scannées dans un scanner. Alors, je ne sais pas si vous avez probablement un certain nombre parmi vous ont passé déjà des scanners. On va parler du plus simple, le scanner cérébral, par exemple. Quand on vous prescrit ou quand vous passez un scanner cérébral, le radiologue va regarder les images de votre scanner. Mais votre cerveau, il n'est pas dans l'XY, il est dans l'XY et le Z. Donc, on va, sous un écran informatique, le radiologue va rentrer dans la profondeur du cerveau, regarder s'il y a une lésion. Et nous, sur les biopsies de peau, on fait exactement la même chose. Sur ma coupe de 50 microns d'épaisseur, je ne regarde plus au microscope, ça n'y est plus. On regarde donc sur écran et je rentre comme ça, on rentre dans la profondeur pour compter, comme elle vous l'a dit, une par une, les coupes qui croisent la membrane basale ovaire. Alors, quand on fait un schéma pour expliquer, par exemple, à des étudiants, on ne leur montre pas forcément une photo comme ça, on leur fait un schéma. Alors, quand je vous dis compter les coupes, les fibres qui croisent la membrane basale, ça peut paraître simple. Vous dites, elles sont comme ça, on les compte. Non, ça c'est rare. Parfois, c'est une espèce de pelote de laine. Donc, il faut savoir combien il y en a qui croisent. Donc, on passe pas mal de temps. Donc, je vous ai parlé, donc je reviens un petit peu en arrière, comme ça, je pense que vous allez comprendre. Je vous ai parlé de 20 minutes à peu près de geste chirurgical, 15 à 20 heures de technique. Le scan. Le scanner de l'âme, c'est 1 heure de scanner par biopsie. 1 heure pour ça, 1 heure pour ça, 1 heure pour ça. Ensuite, il y a la lecture.
Et moi, il me faut à peu près 45 minutes par patient, c'est-à-dire 45 minutes pour un patient, cheville et cuisse. Je ne peux pas faire plus de 3 à 4 patients par jour. C'est insupportable pour les yeux. Déjà, il faut se concentrer, on ne peut pas répondre par option, on répond au téléphone, il faut savoir où on en est, on note sur le papier combien, où on en est. C'est insupportable, évidemment. Donc, il faut faire autre chose. On n'a pas mécanisé les choses, un peu comme le spermocytogramme, le spermogramme, où on a besoin d'un œil expert, mais on n'a pas avancé sur ce truc. Alors, bon, pour le jet chirurgical, on peut pas modifier. Les techniques de marquage dans les laboratoires d'anatomie pathologique n'a pas standard, c'est automatisé. Nous, dans la mesure où c'est une technique qui est très particulière sur des coupes très épaisses, plus que la normale, c'est compliqué d'automatiser. Maintenant, pour la lecture de l'âme, c'est en cours d'étude. C'est déjà bien avancé, mais c'est pas si simple que ça. Il faut trouver un algorithme. Parce que faut. Donc, C'est de l'analyse 3D. oui, c'est ça. C'est l'analyse En fait, 3D. c'est de l'analyse 3D et l'intelligence artificielle en 3D, c'est balbutiement. Donc, une fois qu'on a compté ces fibres, donc on les rapporte par rapport à des normes. Vous avez vu tout à l'heure, vous n'avez pas attention, mais il y avait des références scientifiques d'une équipe des Vigili, je pense que c'est des Italiens aussi, hein. Je ne sais pas si travaille avec Gloria ou pas. Donc, c'est les équipes de Milan qui ont obtenu des normes. Donc, on a des normes par rapport au sexe, par rapport à l'âge. Donc, les biopsies sont faites sur 3 mm de diamètre. Et les chiffres que l'on obtient, on les rapporte au millimètre. Et après, on les rapporte donc par rapport à ces normes. C'est pas terminé. Moi, je vais parler de la lecture. Mais moi, n'étant pas médecin, je ne rends pas. Tu veux que je parle de l'interprétation? Mais tu vas en parler après. Donc, je finis où tu... Oui, vas-y. Donc, une fois que moi, j'ai terminé ce travail, évidemment, je suis validé par Céline. Moi, je reprendre les chiffres et les contrôler. C'est tout à fait normal qu'il fasse son contrôle. On tolère, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, on tolère, parce que même si on travaille de la même façon, notre œil est différent. On tolère 5% d'écart, je crois. Entre nous deux, oui. Entre nous deux. Je crois qu'on est à moins. Mais on peut tolérer une différence de 5% parce qu'on n'a pas le même. Et donc, je vais aller au bout de ma démarche avant de repasser la parole à Céline. Je pense que maintenant, vous comprenez la difficulté. On ne peut pas prendre un résultat comme une numération sanguine ou comme, qu'est-ce que je pourrais vous donner un exemple d'histologie. Si vous avez, par exemple, si vous êtes opéré d'une tumeur, quelle qu'elle soit, un résultat histologique va être rendu à votre oncologue ou votre cancérologue en 15 jours à 3 semaines. Là, c'est pas possible. Moi, à mon niveau, j'ai forcément, de façon incompressible, 1 mois d'écart, dû à toutes ces techniques-là, parce que les gens ne font pas que ça. Minimum 1 mois. Là, je suis en train, ce que j'ai regardé hier, justement, avant de venir, je suis en train d'interpréter des biopsies faites fin août. On est le 29. Donc, j'ai toujours à peu près 1 août, sans doute. Ouais, à peu près. Pour avoir le non, résultat, le résultat, c'est 6 mois. Ah non, le rendez-vous, vous pouvez l'avoir rapidement. Je ne sais pas quel délai pour avoir avec mes collègues de programmation. Ça dépend. Bon, mais 2 mois, 2 mois pour avoir à peu près un rendez-vous. Voilà. Ça dépend des examens qui sont demandés par le neurologue. En fait. Si c'est uniquement l'électromyogramme et la biopsie, c'est facile. Je pense. Voilà, 6 mois. 6 mois. Parce qu'on n'est que 2, on est centre de référence. Il n'y a pas que les patients bicêtre. On a 3 services, 2 de l'assistance publique, 1 hors assistance publique, qui nous envoient leur biopsie. Parce que, comme je vous ai dit au début, c'est un geste qui est simple, qui est fait par des externes. Tout le monde peut le faire. Ce qu'il faut, c'est l'infrastructure qui est derrière. Et tout le monde ne l'a pas. On a des collègues de la Salpêtrière qui envoyaient leur biopsie, je ne sais plus où, en province. Le laboratoire de province a arrêté, donc ils nous envoient leur biopsie. Et on n'est que 2 à lire, et on ne fait pas que ça. C'est des lignes. Donc, et ça prend du temps. 2 mois pour avoir un rendez-vous, en moyenne. Et une fois que vous avez eu la biopsie, vous comptez 6 mois par sécurité. Parfois, il y a des résultats qui sortent avant, mais nous, on dit à peu près 6 mois pour reprendre rendez-vous avec le neurologue.
Ouais. On en est là à l'heure actuelle. Peut-être que ça bougera si on a une automatisation de lecture dans les temps à venir. Pour l'instant, on est là, ce moment là. L'interprétation des résultats va être hyper délicate parce que il va falloir mettre bout à bout les symptômes, la clinique, la biopsie et dire à la fin, est-ce qu'il y a une perte en fibre qui explique la plainte du patient et son examen clinique, d'accord? Donc, est-ce que on a une neuropathie des petites fibres prouvée par la biopsie de peau ou pas, avec une perte en fibre suffisante, d'accord? Donc, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on a des normes en fonction de l'âge et du sexe, uniquement à la cheville. À la cuisse, on en a, mais pas en fonction de l'âge. Donc, or, on perd tous les fibres avec le temps. Hein, je suis désolée, on n'a pas les mêmes fibres que quand on avait 20 ans. Donc, premier problème. Deuxième problème, on n'a pas de normes ailleurs sur le corps. Donc, si on a des symptômes qu'aux mains. Deuxième problème, comment interpréter quelqu'un qui a 80% de fibres par rapport à la norme? C'est pas vraiment beaucoup moins que la norme. Vous savez, sur les prises de sang, vous avez toujours la limite haute, la limite basse. Nous, on a la norme du milieu, mais on ne sait pas où est la limite haute et la limite basse. D'accord? Oui. Est-ce que ça permet d'imagerie de voir un nombril, mais la qualité des fibres? Alors, c'est une excellente question. Et ça, c'est les objectifs de recherche. C'est qu'on trouve, là, voilà, vous aviez une biopsie avec plein de fibres. Donc ça, c'est un sujet normal. Et là, ça va être assez simple. On va voir si ça apparaît. Ça va finir par apparaître. Ça, c'est un sujet qui n'est pas normal. Il y en a beaucoup moins. Ça, c'est facile, entre guillemets. Ça, c'est les résultats faciles. C'est quand on a 15% de la norme, bon, bah, c'est pas normal. Voilà. Quand on est à 80, on ne peut pas régler. On est dans ce qu'on appelle une zone grise en médecine. Il y en a plein de zones grises en médecine. Et après, à votre question, est-ce qu'il y a des anomalies qualitatives sur les fibres qui nous permettent de dire qu'elles sont malades? Ça, on ne sait pas encore. On a le sentiment qu'avant la perte en fibre, il y a un raccourcissement, qui est une perte d'arborescence, qu'au lieu de ressembler à un olivier, c'est un tronc tout seul. Enfin, voilà. Mais ça, c'est des impressions qui, pour l'instant, ne sont pas prouvées scientifiquement. D'accord? Voilà, donc l'interprétation, c'est encore un autre moment très difficile de savoir est-ce qu'on peut authentifier de manière certaine voilà, la perte en fibre au niveau de la peau avec toutes les limites dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire qu'il y a quand même des recommandations européennes et internationales sur le diagnostic. Elles sont là. Pas de neuropathie des grosses fibres, parce que sinon on n'est plus dans la neuropathie des petites fibres. Des signes cliniques, un examen clinique qui montre des arguments pour une altération des petites fibres, et soit une biopsie de peau anormale, soit un QST anormal. Aujourd'hui, c'est ce qui est reconnu à l'échelle internationale pour permettre de poser un diagnostic de certitude. D'accord? Donc, je vous ai parlé de plein d'outils qui nous aident, mais qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas reconnus complètement par les autorités internationales pour poser le diagnostic. Je vous ai parlé des PEL. Moi, les PEL, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, mais par certains opérateurs qui ont beaucoup l'habitude, avec beaucoup de bouteilles, avec la prise en compte de la clinique, etc. Donc, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas encore passé, en tout cas dans les critères. Donc, comme vous l'avez vu, le QST, il n'y en a pas, ou il y en a quasiment, enfin, il y en a peu. Et la biopsie de peau, on vous a expliqué le goulot d'étranglement actuel de la technique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, malheureusement, faire une biopsie de peau à tous les gens qui ont des douleurs inexpliquées pour le moment. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Le problème, c'est que moi, je reçois énormément de demandes, on reçoit énormément de demandes. Et au jour d'aujourd'hui, on est obligé, du fait de la faible accessibilité de ces techniques, de réserver les biopsies à des gens qui ont déjà ça, pas d'atteinte de fibre, et qui ont ça, qui ont un signe authentifié à l'examen clinique d'atteinte de petite fibre.
D'accord? Voilà, donc si je devais conclure sur la partie diagnostic, c'est que c'est malheureusement encore aujourd'hui très difficile de poser un diagnostic de certitude de neuropathie des petites fibres et que par ailleurs, la neuropathie des petites fibres n'explique pas du tout l'ensemble des tableaux douloureux des patients qui viennent nous voir. La rentabilité sur la question de neuropathie des petites fibres, on répond neuropathie des petites fibres dans moins de 40% des cas. Donc, je reviens à mon introduction, il y a, à mon avis, beaucoup d'autres choses qui peuvent expliquer les douleurs chez certains patients. Voilà. Donc, c'était pour vous expliquer ça. Vous voulez qu'on parle un petit peu des traitements? Alors, on se laisse une dizaine de minutes, ça vous va? Ça vous va, l'Assemblée? Ça va? De toute façon, ça va être assez court et simple. Enfin, c'est pas simple du tout, c'est pas vrai. Parce que c'est un vrai sujet en soi qui c'est un nécessite sujet très compliqué. En fait, si vous voulez, dans le traitement des neuropathies des petites fibres, on va avoir deux traitements. Le premier, c'est le traitement de la cause. Donc, le traitement de la cause, par exemple, si on a un diabète, c'est traiter le diabète. Et ce n'est pas innocent. Il y a des diabétiques, en leur traitant leur diabète, on améliore les douleurs de la neuropathie diabétique. Donc, c'est extrêmement important de bien dépister le diabète. Dans l'amylose, quand on traite l'amylose, parfois, le traitement curatif de l'amylose améliore un peu les douleurs. Souvent, ça ne suffit pas. Donc, le traitement de la cause peut amener à une amélioration des symptômes. Mais le deuxième traitement, pour moi, le plus important, c'est le traitement de la douleur. En fait, la douleur en soi a des traitements, au même titre que les vomissements en soi ont des traitements, ou que les diarrhées ont en soi des traitements. Donc, les traitements de la douleur neuropathique, c'est des traitements qui sont particuliers. Le Doliprane classique, souvent, ne marche pas. Ça, je pense qu'il y a des gens qui peuvent en témoigner dans la salle. Parce qu'en fait, les mécanismes de la genèse de la douleur ne sont pas les mêmes au niveau du corps. D'accord? Quand c'est la fibre nerveuse elle-même qui impulse cette douleur, il va falloir jouer sur les neurotransmetteurs. Donc, les traitements de la douleur neuropathique, et là, je parle même en dehors des petites fibres, dans les grosses fibres, c'est également le cas. Ça va faire appel à des traitements qui jouent sur les neurotransmetteurs. Donc, les plus classiques, c'est des traitements à la base qui avaient été développés pour la dépression ou pour l'épilepsie et qui ont été réutilisés parce qu'ils marchaient pas forcément très bien dans ces indications premières, mais ils ont été testés dans la douleur et ils avaient une efficacité dans la douleur. Et souvent, c'est à des doses bien plus faibles que ce qui était utilisé auparavant dans l'épilepsie ou dans la dépression. Et donc, ces traitements-là, en jouant sur les neurotransmetteurs, peuvent vraiment améliorer les choses. C'est vraiment les traitements des douleurs neuropathiques. Je pense que vous connaissez le Lyrica, le Neurontin. C'est exactement ces traitements-là. Le Laroxyl, tout ça, c'est des traitements qui jouent sur les neurotransmetteurs. Il y a aussi une gamme de traitements locaux avec des patchs. Il y a le Qutenza, qui est à base un peu comme du piment, il y a un capsaïcine. Il y a le Versatis, qui est à base d'anesthésiant, de xylocaïne. Donc maintenant, il y a des patchs au Laroxyl aussi qui se développent énormément. Alors, c'est une piste qui vient de l'oncologie. En fait, c'est à la base des médecins de la douleur en équipe d'onco qui ont développé ça et c'est en train d'arriver dans les autres causes de douleur neuropathique. Donc, je vous ai parlé des traitements qui jouent sur les neurotransmetteurs. Oui, madame? Oui, parce que par rapport à la routine, moi, j'ai pris un rendez-vous après mon venue ici en 2019. J'ai pris rendez-vous avec Dr Magie à Limoges. Oui. Et il a inventé, entre guillemets, tout récemment cet été, une pommade à la base de la routine que je peux faire. Oui, c'est ça, qui va être fabriqué par le pharmacien. Voilà. Et ça marche bien. Ouais, il y a des fiches Rudine qui commencent à passer de professionnel en professionnel. J'ai une petite fiche Rudine. Ouais. Donc, traitement qui joue sur les neurotransmetteurs, traitement par patch. Et puis, on va parler de la rééducation de la sensibilité. Donc, moi, j'aime beaucoup la rééducation en général, que ce soit pour la force, que ce soit pour l'équilibre, mais ça existe aussi pour la sensation douloureuse. La rééducation de la douleur, c'est ce qu'on appelle les médecines parallèles. L'acupuncture, la mésothérapie, l'automassage. Tout ça, en fait, l'idée, c'est d'aller rééduquer la sensation douloureuse et de la rendre
agréable. Et en fait, au niveau du cerveau, probablement, moi, mon hypothèse, c'est que ça va transformer la couleur de votre sensation dans votre cerveau. Et ça va permettre d'améliorer la sensation douloureuse. Donc moi, la rééducation sensitive, pour moi, c'est très, très, très important. Et donc, il faut jouer sur ces 3 types de traitements. Neurotransmetteurs, patch, rééducation sensorielle. Monsieur? L'hypnothérapie. Oui, ça va avec. Ça joue sur la modulation au niveau de votre cerveau. Moi, je pense que oui. Et j'ai vraiment le sentiment, au fur et à mesure que j'accompagne des patients. Alors moi, je suis pas ou très peu de neuropathie des petits fibres, hein, parce qu'en fait, on ne peut pas assurer le suivi de tout ce qu'on voit en diagnostic. Le suivi, en plus de la douleur, il faut voir les patients souvent. Et moi, comme j'ai entre 6 et 9 mois de délai, je ne peux pas me permettre de changer les traitements de la douleur tous les 9 mois. C'est vraiment pas sympa pour les gens. Donc, moi, je conseille qu'ils soient suivis en centre antidouleur. C'est vraiment les spécialistes de la douleur, c'est des anesthésistes qui connaissent très, très bien les molécules. Donc, il faut un suivi en centre antidouleur. Je vous fais une petite aparté. Et donc, votre question était l'hypnothérapie. Donc, j'ai quand même des patients, entre autres, avec des maladies, avec des grosses fibres, en particulier l'amylose, que j'accompagne depuis longtemps en consultation. Et j'ai vraiment le sentiment que cette rééducation sensorielle, ça marche vraiment bien. Et chacun a sa modalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y en a un qui répond à l'hypnothérapie que l'autre aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des profils pour l'hypno, des profils pour l'acupuncture, des profils pour la méso, et il faut tester. C'est pas à l'avance. Et des profils pour tous, hein. Exactement, exactement. Moi, j'y crois beaucoup à ça. C'est comme tout en neurologie. Vous avez le curatif, le symptomatique, médicamenteux, et vous avez la médecine de rééducation et non médicamenteuse. Et moi, je pense que ça marche. Voilà, il faut persister. C'est long de trouver sa recette. Juste un mot sur l'hypnothérapie, puisque c'est un sujet que vous connaissez aussi au sein de l'association. Il est important de vous rapprocher de professionnels formés, idéalement des professionnels de santé, et de ne pas céder aux tentations d'aller voir finalement quelqu'un qui... Ce sont des professions qui sont encore mal réglementées, donc il est important d'être attentif aux professionnels que vous allez rencontrer. Et via les centres antidouleurs, c'est une bonne manière de le faire. Oui, il y a une question là. Par rapport à la question, c'est pareil. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui prend compte de votre maladie. Ouais. Mais je pense vraiment que les centres antidouleurs, et surtout ça se développe les centres antidouleurs, hein, c'est quelque chose qui est en train vraiment de rentrer dans la culture française. En général, ils ont un panel de professionnels avec qui ils travaillent dans ces différentes professions. Donc, moi, je conseille souvent la porte d'entrée par le centre antidouleur local, à côté de chez soi. Si ça marche pas bien et que ça se passe pas bien, on peut aller un peu plus loin. Mais l'idée, c'est d'être proche de son domicile pour pouvoir aller régulièrement chez justement le professionnel de santé, qu'il soit acupuncteur ou médecin de la douleur. Nous allons devoir conclure. Je fais un petit peu du nomadisme médical parce que ça marche pas plus fort. Il faut avoir un rendez-vous suivant, il faut attendre 6 mois maintenant. Je veux dire, à part l'hypnothérapie que j'ai pas testée, après, je fais quoi? Je vais voir un marabout, Alors, je peux être ouverte au marabout aussi. Vous nous avez présenté la difficulté à la fois de ces maladies, du tableau clinique, du diagnostic, du traitement. Évidemment, il n'y a pas de réponse facile à cette question que vous posez. Je suis passé par les problèmes, je suis passé par les pages. Ouais. Mais je sais que ces parcours sont durs. Nous, on le voit, on voit les patients et les parcours. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est qu'il n'y a jamais quelque chose qui marche en 2 mois. Moi, j'ai jamais vu un patient soulagé en 2 mois. Ce que j'ai vu aller mieux, c'est souvent sur des prises en charge avec une équipe où ils persistent et ils tiennent le coup pendant plusieurs années. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut que le médecin et l'équipe en général établissent une relation, qui se connaissent, qui testent ensemble, quitte à réessayer des choses qui ont déjà été essayées avant, parce que la manière d'introduire un traitement, typiquement le Neurontin, la manière de l'introduire, ça change tout. Si vous le prenez trop vite, vous aurez des effets secondaires. Donc, c'est pas parce que vous avez des effets secondaires une fois, parce qu'on a mis une dose forte d'emblée, qu'en le reprenant tout doucement, on ne trouvera pas un bon compromis. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, malheureusement, je vous comprends,
Le nomadisme est hyper fréquent dans ces pathologies-là. Mais je pense qu'il faut vraiment trouver une équipe et il faut persister.